Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Nous sommes en direct jusqu'à 19h. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le grand débat chaque jour du lundi au vendredi. L'actualité internationale commentée et analysée sur la radio africaine. Pour nous appeler, un numéro de téléphone le 01 55 07 58 00 depuis la France. De partout ailleurs dans le monde, composez le 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir sur notre site africa1.com, rubrique Le Grand Débat. Africa numéro 1, Le Grand Débat. Édition spéciale du vendredi, le débat des débatteurs avec un débatteur polémiste invité, Olivia Loga, consultante en communication politique et institutionnelle. Olivia Loga, bonsoir. Bonsoir. Jean-Paul Ney, rédacteur en chef du site infodéfense.com. Bonsoir. Bonsoir. Et nous attendons Jean-Félix Zang, étudiant en droit et en sciences politiques à l'école des hautes études en sciences sociales. Et l'émission est réalisée par Jérémy Gibis-Boucher. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Le Grand Débat. Retrouvez également le Grand Débat sur facebook.com/le Grand Débat. Salutations appuyées comme chaque vendredi pour nos amis qui nous écoutent à Cayenne, Lumumbashi, Lomé et Brazzaville. Et quelques nouveaux amis sur Facebook, Ahmed Nur, Zamzam Ateye, Lucien Milano ou Mlanao. Merci de rejoindre la communauté des co-débatteurs sur facebook.com/le Grand Débat. 3 sujets à commenter aujourd'hui, à soumettre à vos analyses. Madame, messieurs, nous parlons du Congo-Brazzaville, zone de turbulence, la modification de la Constitution. À l'ordre du jour, ça fait beaucoup parler, le débat est très vif. Et pour en parler, nous serons au téléphone avec, depuis Brazzaville, Mathias Nzon, chef de file de l'opposition congolaise. Nous parlons également de l'actualité française, le parti présidentiel, le PS, divisé face au programme du gouvernement. Voilà pour le sommaire. Africa numéro 1, spéciale revue d'actualité de la semaine, Francis Laloupo. Avec Olivia Loga, consultante en communication politique et institutionnelle, Jean-Paul Ney, rédacteur en chef du site infodéfense.com et Jean-Félix Zang, étudiant en droit et en sciences politiques. Et nous dirons un mot un peu plus tard, madame, messieurs, sur cette information qui nous est parvenue cet après-midi, enfin il y a quelques minutes d'ailleurs, seulement. On en parlera, je ne pense pas qu'on aura beaucoup de choses à dire. Bouteflika réélu, quel scoop, 81,53%, ça se passe en Algérie. Tout de suite le Congo-Brazzaville. Africa numéro 1, spéciale revue d'actualité de la semaine, Francis Laloupo. Ça y est, fini le temps des supputations et autres hypothèses. Les Congolais sont désormais persuadés qu'une modification de la loi fondamentale congolaise est bien programmée par le pouvoir congolais. Le président Denis Sassou Nguesso devrait donc franchir le Rubicon de cette révision de la Constitution qui lui permettrait de briguer un mandat, un de plus, en 2016. Mais l'opposition et bien d'autres Congolais anonymes qui préfèrent d'ailleurs la discrétion à la fronde anti-Sassou ne l'entendent pas de cette oreille. Quelles seraient donc les conséquences de cette nouvelle aventure du pouvoir congolais? Pour bien comprendre ce qui se joue à Brazzaville, nous rejoignons dans quelques instants au téléphone Mathias Nzon, chef de file de l'opposition. Et ensuite, nous reviendrons bien sûr en studio pour les commentaires des débatteurs invités. Nous sommes d'ailleurs au téléphone avec Mathias Nzon, membre du collège des présidents du collectif des partis de l'opposition congolaise, président de l'Alliance pour la République et la démocratie, l'ARD, le premier secrétaire de l'Union patriotique pour le renouveau national, l'UPRN. Mathias Nzon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Le 15 avril dernier, vous avez publié un long texte pour dénoncer les manœuvres en cours dans les cercles du pouvoir en vue de modifier la Constitution pour permettre au président Denis Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir au terme de son mandat en 2016. Alors, vous affirmez dans ce texte que, je cite, sur instruction personnelle du président de la République, oui, le pouvoir vient de lancer officiellement le débat sur la révision des articles 57, 58 et 185 alinéa 3 de la Constitution du 20 janvier 2002 qui empêche le président Sassou Nguesso de briguer un 3e mandat. Fin de citation. Alors, Mathias Nzon, est-ce qu'il faut considérer donc aujourd'hui que ce processus est en cours et que Denis Sassou Nguesso sera de nouveau candidat à sa propre succession en 2016? Oui, le processus est en cours, mais être candidat, ça c'est encore une autre paire de manches, parce que les Congolais l'entendent par cette oreille. Je peux vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est exact, ça nous rappelle les bons vieux temps du parti unique. Le président Sassou a envoyé ces gens à travers le pays, mobiliser leurs militants ou les assoiffés pour demander le 3e mandat pour le président Sassou. Or, le 3e mandat passe par la révision de la Constitution ou le changement de la Constitution. C'est ça. Voilà pourquoi j'ai été obligé de porter le débat pour dire, au lieu de faire en cassette, mais faites-le franchement. Au moment où je vous parle là, le premier secrétaire de son parti est dans la Likoumou en train de mener la même campagne. Il est prévu les mêmes rassemblements de la Bouanda à la Bunza et à nouveau à Dolisie.
Et à travers tous les autres départements, il y a un tel mouvement qui a été initié par le président Sassou. Nous disons que c'est une peine perdue parce que les Congolais ne l'entendront pas de cette oreille-là. Bon, alors donc pour vous, plus de doute, la loi fondamentale sera bel et bien modifiée. Bon, il a l'intention de modifier. Maintenant, modifier, c'est autre chose. Est-ce que les Congolais accepteront? D'accord. La loi, c'est très clair. L'initiative de la modification constitutionnelle appartient au président de la République et à l'Assemblée nationale concurremment. Or, aujourd'hui, le président, il sait très bien que c'est difficile pour lui de faire ça. Alors, il est en train d'aller mobiliser des paysans, les esprits fragiles, donner de l'argent à la corruption pour qu'ils crient modifier la Constitution. J'ai vu ce matin, par exemple, son ministre de la Communication dit c'est le peuple qui décide. Il n'y a pas un seul article dans la Constitution qui dit que la modification peut intervenir par l'initiative populaire. C'est ça. La modification de la Constitution. Son ministre de la Communication a surtout dit voilà, que cette modification de la Constitution n'est pas un sujet tabou. Il a dit et répété effectivement sur une radio internationale. Voilà. Il a dit que ce n'est pas un sujet tabou parce que leur problème, c'est celui-là. C'est faire mobiliser les gens, les esprits fragiles à travers le pays, les paysans concurrents et tout ça, qui vont dire, président Sassou, il faut modifier, il faut modifier. Et à la fin, lui, il va tirer la conclusion. Le peuple veut qu'on modifie la Constitution et il va poser le problème. Alors, vraiment, c'est très grave parce que je peux vous dire qu'il y a plus de 90% des Congolais sont contre la modification de la Constitution. Ils sont contre le troisième mandat pour le président Denis Sassou Nguesso. Rappelez-vous en 2009, lorsque j'ai lancé le mot d'ordre d'abstention pour les élections présidentielles, il y a eu 95% d'abstention. Et ces abstentionnistes ne veulent pas, n'entendront pas que le président Sassou ait un troisième mandat et qu'il soit procédé à une modification de la Constitution. Alors justement, nous ont à vous lire, il n'y a pas que l'opposition constituée qui proteste contre cette opération, puisque vous nous apprenez que dans le département de la Likwala, par exemple, cette manœuvre, je vous cite, cette manœuvre du pouvoir a suscité de nombreuses protestations. Et vous écrivez que certains citoyens qui ont publié une déclaration de protestation se cachent pour éviter la vindicte populaire. Alors, ceci dit, il est difficile aujourd'hui d'imaginer un recul du pouvoir une fois lancée la machine de cette modification de la Constitution. Non, vous pensez que le pouvoir peut reculer encore? Bon, nous espérons que par sagesse, il reculera. S'il ne recule pas, ce sera par entêtement et ce sera suicidaire pour lui. Il faut que le pouvoir recule et fasse ce que nous proposons. Nous demandons à ce qu'il y ait un dialogue national sur les questions qui permettront au président Sassou de sortir dans la paix. Parce que le troisième mandat, les Congolais n'entendront pas ici. Ce n'est pas possible. Il faut absolument qu'il tire les leçons du passé, qu'il soit sage. C'est ce que nous lui demandons. Mathieu Jean, un de nos débatteurs va vous poser une question rapide. Oui, bonsoir. Oui. Écoutez, je voulais vous demander... Jean-Paul Ney. Oui, c'est Jean-Paul Ney. Vous auriez des informations comme quoi Sassou Nguesso aurait fait appel à des anti-Balaka centrafricains pour l'aider à se maintenir par la force au pouvoir, si ça se passe mal? Nous, on a des informations comme ça qui remontent depuis quelques semaines. Mathieu Jean. Ben nous aussi, nous avons des informations de la présence d'un certain nombre d'anti-Balaka à Brazzaville. Donc vous confirmez? Alors pour entrer dans Brazzaville, le Congo est un pays qui est dirigé, il y a un chef d'État, il y a un gouvernement. Alors si les anti-Balaka sont rentrés dans Brazzaville, qui a fait rentrer? Ce n'est pas un simple citoyen, c'est pas moi. Ça ne peut être que les gens qui sont à la direction de l'État. Mais au-delà des anti-Balaka, vous savez très bien, je l'ai dit, il y a plein de mercenaires dans notre pays. De toutes origines, j'ai cité, vous avez lui dit, beaucoup de mercenaires dans notre pays qui répondent à l'achat d'armes. C'est le président qui les recrute. Et dans quel but? Parce qu'il veut s'imposer par la force. Tous les Congolais en sont conscients maintenant. Mathieu Jean, vous invitez dans votre texte que j'évoquais les forces vives de votre pays à se rassembler dans un large front de refus, écrivez-vous, pour faire échec au coup d'État constitutionnel que projette le pouvoir. Alors, dans le même temps, vous en appelez à la mise en place d'un comité préparatoire composé de représentants de la mouvance présidentielle et de l'opposition, ainsi que de la société civile, en vue d'un dialogue politique de sortie de crise. Quels seront concrètement vos moyens d'action pour amener le chef de l'État à renoncer à ce projet de modification de la Constitution? Mais s'il y a une mobilisation large de la population, il va renoncer. Voilà pourquoi nous avons lancé l'appel de la mise en place d'un large front de refus. Un large front de refus. Mobilisation et dialogue en même temps? De tous les... Comment? Mobilisation et dialogue en même temps? Non, nous mobilisons pour mettre fin à la démarche actuelle du président. S'il arrête et qu'il veut dialoguer, en ce moment-là, c'est la dialogue qui prend le pas. Mais pour l'instant, pour l'arrêter, il faut un large front de refus. Vous dites, la démarche qu'il entreprend n'est pas bonne, elle est suicidaire,
elle va créer dans notre pays des violences et des affrontements. Ce n'est pas bon, il faut renoncer à cela. Notre pays ne peut plus encore souffrir d'une note de la pauvreté comme dans le passé. Mais quand vous parlez de dialogue, vous allez dialoguer de quoi? De quoi allez-vous parler? Oh là là, mais vous savez, le Congo, malgré l'apparence, le Congo traverse une très très grande crise et nous disons multidimensionnelle dans tous les domaines. Notre problème, c'est de nous retrouver, non seulement un seul domaine, le domaine électoral. Vous savez très bien que depuis 2002, le Congo n'a pas un corps électoral. Tout ce qu'on vous raconte là, c'est des pipeaux. On fait des faux recensements, on met des fictifs, des étrangers autres, et on fait des fausses listes électorales qu'on affiche. Il n'y a pas un corps électoral au Congo. La première chose, c'est d'arriver à définir un corps électoral qui soit accepté par tous. Et ceci doit être fait de façon consensuelle. Deuxième chose, il faut refaire les lois électorales. La loi électorale qui est une loi unique, il faut la refaire. Troisième chose, la commission électorale qui est au Congo, c'est une élection électorale mise en place par le gouvernement, pour le gouvernement. Alors il faut une commission électorale indépendante qui rassure tout le monde. Vous voyez, rien que sur le plan électoral, il y a de quoi parler. Le sujet est vaste, nous allons mettre tout ça en place et c'est comme ça que nous allons préparer l'alternance en 2016. Mathias Dzon, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une bonne fin de journée à Brazzaville. Merci beaucoup. Africa numéro 1, spéciale revue d'actualité de la semaine, Francis Laloupeau. C'était Mathias Dzon, membre du collège des présidents du collectif des partis de l'opposition congolaise, président de l'Alliance pour la République et la démocratie, l'ARD, premier secrétaire de l'Union patriotique pour le renouveau national, l'UPRN. Olivier Loga, vous avez écouté tout ça avec beaucoup d'attention. Je vous ai vu très concentré. Qu'en pensez-vous? Je pense que ce que Mathias Dzon vient de décrire, c'est que, en somme, le scénario est déjà écrit. C'est-à-dire que Denis Sassou Nguesso ne sera pas de toute façon le premier président en Afrique à avoir recours à une modification de la Constitution pour se maintenir au pouvoir. C'est une pratique qui se banalise, presque banalisée. Là, il est en train de se mettre dans la posture du président. C'est aussi un scénario classique également. La posture du président qui est aimé, qui est désiré par la population, avec les arguments classiques qu'on a l'habitude d'entendre, à savoir c'est le peuple qui veut de moi. Donc, pourquoi irais-je à l'encontre du désir du peuple? Bon, ça sont des ficelles qu'on connaît. Après tout. Une possibilité serait que à la fin de cela, on arrive à un référendum pour modifier, la question est évoquée effectivement. Oui. Bien sûr, pour habiller la modification de la Constitution, et un référendum qui, d'après les informations et d'après ce qu'on entend, se ferait sous la coercition de plusieurs types, ou la corruption, qui est une forme de coercition bien sûr, ou armée, puisqu'il y a présence d'éléments armés. Jean-Paul Ney, conclusion? Moi, je trouve assez scandaleux ce qu'a dit le patron de la com de Sassou Nguesso, qui est bienvenu au Kémi. J'ai pris le ministre de la communication. Ouais, tout à fait, le ministre de la com, qui a dit, par exemple, pour se justifier de cette modification de la Constitution, il a mis en avant dans son plan de com. Alors, il dit, à titre d'exemple, en France, la Constitution a été modifiée à 84 reprises. Il dit, aux États-Unis, cette Constitution a aussi été modifiée à 15 reprises. Quand on lui met en avant le fait que, il y a un troisième mandat qui est en train de se jouer, je pense pas que ça soit vraiment le souhait du peuple qu'il y ait un changement de constitution. Les gens crèvent la dalle, il y a la guerre. D'autres soucis que de modifier la constitution. On a parlé des mercenaires, on vous a livré une information ici. Qui est encore à revérifier, mais effectivement, il y a des points de passage. C'est très facile de faire entrer des mercenaires dans le pays, de les parquer, notamment dans ce fameux quartier de Poto-Poto, où se trouveraient ces anti-Balaka centrafricains, parce qu'il y a deux manières finalement d'amener à cette révision de la Constitution. C'est ce qu'a fait notamment Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Il a dit j'ai une rébellion au nord, écoutez, c'est moi qui vais rester président, parce que dans la Constitution il y a écrit que s'il y a des problèmes dans le pays, on repoussera les élections l'état d'exception. Voilà, et vous pouvez créer des insurrections internes, payer des gens pour effectivement asseoir le pouvoir et dire vous voyez, vous avez encore besoin de moi, je suis le seul qui peut ramener la paix, et ne parlons pas d'élections maintenant, vous avez besoin de moi. C'est peut-être ce qui est en train de se passer, c'est pas un complot, ça s'appelle tout simplement de la réelle politique. C'est une nouvelle recette aussi de la présidence à vie, bien sûr. Tout à fait. Retour du grand débat dans 2 minutes, juste après la pause. Africa numéro 1, de 18h jusqu'à 19h, le grand débat. Revue d'actualité de la semaine, Francis Laloupeau. Avec Olivier Loga et Jean-Paul Ney, Jean-Félix Zang qui ne devrait pas tarder, et nos auditeurs bien entendu qui
qui veulent intervenir justement sur le sujet de la modification de la Constitution au Congo-Brazzaville, qui n'est plus au stade du projet maintenant, ni de la supputation, ni de l'hypothèse, mais qui devient une réalité. Arsène, bonsoir. Oui, bonsoir Francis. Nous vous écoutons. Oui, je voulais juste intervenir sur le fait que voilà, tout le monde est en train de s'agiter, changement de la Constitution ou tout ça. Moi, je pense que le problème du peuple congolais ne se résume pas à un changement de constitution. Il y a plein de gens, il y a qu'à voir le système hospitalier, comment il marche au Congo, il y a qu'à voir les écoles, il y a qu'à voir en fait la qualité de vie des Congolais en général. Donc, les politiciens, ils vont encore nous mettre ça sur le visage, et puis après, ce sont les pauvres gens qui vont souffrir, qui vont mourir, comme il y a eu quelques années, quoi. Donc, à mon avis, je pense que tous, que ce soit les Mathias Ndjan ou tous ceux-là, c'est des gens qui ont profité du système, donc ils savent comment ça marche. Moi, je souhaite tout simplement que tout ce monde-là épargne le Congolais de la souffrance qu'on connaît depuis des années, quoi. Très bien. C'est à peu près le même problème que ce qu'on a vu hier. Vous en avez parlé hier pour le Congo. Depuis les années des indépendances, on est toujours sur le même rouage, on est toujours sur les mêmes problèmes. Ce sont les mêmes personnes qui dirigent nos États depuis des années. Je pense que aussi bien le régime actuel que tout ce monde qui s'agite au Congo, c'est pas, il y a personne qui peut inspirer confiance, quoi. Moi, je pense que un souffle nouveau est nécessaire. Changer la Constitution, ça voudra rien dire. Si un Mathias nous au pouvoir, il changera quoi? Ou quelqu'un d'autre au pouvoir, il changera quoi? Quand quelqu'un d'autre de ces générations-là, quoi, il changera quoi? Vous êtes bien dépité, mon cher Arsène, hein? Comment? Vous êtes bien dépité. Oui, très bien dépité parce que voilà, c'est les mêmes qu'on connaît depuis des années. Mathias Ndjan, il a été au pouvoir. Bien d'autres aussi qui s'agitent au pays, ils ont été au pouvoir. Donc le peuple congolais n'a pas besoin de ça, quoi. Le peuple congolais a besoin de vivre. On a besoin que les gens soient soignés dans les bonnes conditions, que les écoles soient les meilleures. On n'a même pas une faculté de sciences digne de ce nom au Congo. On n'a même pas une faculté de droit, une université digne de ce nom, quoi, au Congo. Donc ce sont les problèmes fondamentaux d'un État, quoi. Donc le reste, à mon avis, la Constitution changer ou pas, ça ne change pas les hommes, quoi. Cela dit, pour les problèmes que vous citez, il faut aussi, et essentiellement peut-être aussi, des réponses politiques, hein. Oui, mais il faut justement que le politique change. Parce que, exactement. Voilà, si le politique ne change pas, le fait de changer la Constitution ne changera pas d'un claquement de doigts tout un pays, quoi. Donc, mais le fait de le changer, ça peut aussi malheureusement prolonger l'état de malaise actuel. C'est ce qu'il faut éviter justement au peuple congolais, quoi. Donc, à mon avis, le mal du Congolais est ailleurs. Il n'est pas sur le simple fait de changer la Constitution. Bien entendu. Merci Arsène, merci infiniment. Hein. Merci de votre fidélité au grand débat. On va écouter Fofana. Fofana, bonsoir. Bonjour Francis. Nous vous écoutons avec plaisir. Oui, je suis pas d'accord avec mon prédécesseur parce que là, si lui, peut-être que c'est lui qui n'est pas quelqu'un qui est capable. Il peut avoir quelqu'un d'autre qui est capable. Qui est là, ça fait déjà combien d'années il est là? Tout ce qu'il a cité là, il a fait quoi dedans? S'il avait commencé quelque chose qui n'est pas terminé, s'il nous parlait de ça, je peux être d'accord avec lui. Voilà, nous on a Alassane Ouattara qui est là. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas fait quelque chose pendant les 3 ans. Le monsieur a fait 10 ans, presque 8 ans, ou 7 ans, il n'a rien fait. Et toi tu veux qu'il reste encore 10 ans ou bien 20 ans. Qu'est-ce que ça va changer? Ça veut dire qu'on restera toujours. Je dis à mon ami, vraiment, il n'est qu'à mieux réfléchir. On comprend, Fofana, il ne sert à rien que de changer la Constitution et quelqu'un va rester à vie, comme on a vu un mort vivant qui a voté hier comment on appelle en Algérie. On va en parler dans quelques instants. Voilà, donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Merci Fofana, merci infiniment. Oui. On va terminer sur ce sujet avec Salin qui va nous apporter sa conclusion. Salin, bonsoir. Oui, bonsoir. Écoutez, ce qui se passe au Congo, au fait, caractérise un peu tout ce qui se passe dans les pays france-africains, vous savez. Lorsqu'on a ces dirigeants qui, ne s'occupent pas de leur peuple, mais dans le même temps laissent les richesses partir vers l'Occident, d'une certaine manière, ils ne disent absolument rien. La France ne dit absolument rien. Actuellement, ils sont en train de parler de ce qui se passe en Algérie, parce que là-bas, il y a un pouvoir qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Donc, quand il y a un pouvoir dictatorial qu'ils n'arrivent pas à contrôler, c'est là qu'ils mettent toutes les lumières qu'il faut, médiatiques et compagnie. Ils parlent beaucoup de ces pays-là. Mais lorsque les pays
est une dictature et qu'en même temps il contrôle le dictateur en place parce que Sassou est venu au pouvoir par les bombardements de l'armée française. C'est l'armée française qui a installé ce type-là au pouvoir. Il n'y a pas de bombardement de l'armée française. Il faut être précis dans les faits quand même. Hein. Oui. Non. Il y avait deux milices qui s'opposaient, celle de Lissouba et celle de Sassou Nguesso. Il est venu par un coup d'État soutenu par l'armée française dans les années 90. Oui, mais j'y étais. Il n'y avait pas d'armée française sur place. Il faut être précis. Hein. Il a peut-être. Salin. Moi, j'ai d'autres informations. Salin. D'autres Congolais qui disaient que l'armée française a participé aux combats qui ont permis à Sassou et à ses hommes de s'installer au pouvoir par les bombardements. Salin, s'il vous plaît, écoutez-moi. Oui. Si vous dites que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par le soutien des autorités françaises de l'époque, je peux évidemment vous suivre, mais je veux dire que pendant les combats, il n'y avait pas d'armée française. D'ailleurs, les combats se sont terminés d'ailleurs par la victoire de Sassou Nguesso grâce à l'appui de l'armée angolaise précisément. Donc, soyons précis. Hein. Très bien. Écoutez, moi j'invite d'autres Congolais qui ne sont pas d'accord avec cela, s'ils m'entendent, qu'ils interviennent sur votre radio. Ce sont les faits. Et ce qui s'est passé, le soutien que cet homme-là a eu par la France, il y a eu le même cas en Côte d'Ivoire. Donc j'ai entendu M. Nain. En Côte d'Ivoire, il y avait des soldats français, effectivement. C'est caractéristique des Français qui sont anti-Gbagbo parce que c'était un homme qui ne contrôlait pas. Même si j'ai beaucoup de reproches à faire à Gbagbo, il n'en demande pas. Restons au Congo-Brazzaville, s'il vous plaît. Restons au Congo-Brazzaville. D'un mot, mon cher Salin, est-ce que vous pouvez conclure parce qu'on va passer à un autre sujet, s'il vous plaît? Non, mais je conclurai. Ma remarque principale était celui-ci, c'est que dans nos pays france-africains, quand un dirigeant, les dictateurs en place, Ouattara et compagnie, sont sous la botte de la France, il les laisse tranquillement au pouvoir. Mais lorsque il les échappe, comme Gbagbo, comme ce qui se passe en Algérie ou peut-être demain en Érythrée ou autres, des pays qui leur échappent, c'est là qu'ils font toute la lumière là-dessus. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci Salin, j'ai reconnu votre voix, c'est pas votre nom habituel, hein, mais j'ai reconnu votre voix. Évidemment, j'y suis très sensible. Merci infiniment. On va peut-être, il nous reste quelques minutes encore avant de passer à un autre sujet, à l'actualité française. Un mot, madame, messieurs, sur la réélection spectaculaire et tellement inattendue. Attendu, bien sûr, de M. Abdelaziz Bouteflika, 81,53% des voix. Vous êtes heureuse, Olivia Onloga, je vous sens heureuse. C'est important de préciser que vous êtes ironique. Effectivement, c'est une réélection spectaculaire. C'est une grande mascarade. Moi, ce type de spectacle, très honnêtement, m'attriste. Voilà, je trouve que c'est pathétique. C'est mon sentiment. Pathétique, dit Olivia. Et puis la grande question, c'est 81%, exactement. Des suffrages exprimés qui étaient combien? Quel est le pourcentage de l'abstention? Et quelle est la valeur d'une élection? De participation. Quelle est la valeur d'une élection avec presque 50% d'abstention? Voilà, on a bien compris. Pathétique, dit Olivia Onloga. Jean-Paul Ney. Moi, ce qui m'a étonné, c'est le refus de l'Europe d'envoyer des observateurs contrôlés. Comme ils l'ont fait. Non, c'est l'Algérie qui ne voulait pas d'observateurs. Oui, ils ne voulaient pas. Mais l'Europe généralement insiste et y arrive assez bien. Mais en revenant sur le monsieur au fauteuil roulant, je suis content parce que c'est une nouvelle saison. Vous avez vu le fauteuil, c'est un sacré fauteuil, quand même. C'est très imposant. Oui. Hein. On avait un fauteuil taillé sur mesure, si je puis dire. Fauteuil roulant présidentiel. On a l'impression que ça fait longtemps qu'il est assis. C'est presque un fauteuil présidentiel. C'est un fauteuil présidentiel. Il est venu avec son fauteuil présidentiel. Roulant. Et pour être ironique et méchant, parce qu'il faut l'être parfois, il faut. Je sais que ça ne sert pas à grand chose, mais ça va peut-être détendre l'atmosphère. Il y avait Walking Dead, mais maintenant il y a Rolling Dead. Et c'est une nouvelle saison qui commence en Algérie. Faut dire que vous n'avez pas beaucoup de mal en général, vous êtes méchant. Donc non, mais je suis juste. Je suis un méchant juste. Vous êtes un méchant juste. Vous êtes un juste méchant. Jean-Félix Zang qui nous a rejoint. Un commentaire sur l'élection de votre ami Bouteflika? Ce qui est inquiétant, c'est, si vous voulez, la situation du pays qui était totalement verrouillée avant l'élection, le rôle des DRS, des services secrets, le fameux Toufik, dont on n'a jamais vu. Je crois que Jeune Afrique avait publié une image qui datait de 92, je ne sais quoi, qui était un mystère pour tout le monde. Le rôle du frère du président curieusement réélu, Saïd Bouteflika, le rôle de l'armée, du reste des généraux. Et finalement, le vide qui va s'installer après son élection, la question de la Constitution, la question de sa santé, etc. Bon, voilà. C'est intéressant parce que vous dites le vide qui va s'installer après son élection, alors que ceux qui ont voté pour lui, d'ailleurs massivement en France, et de quelle manière?
disaient justement qu'ils avaient peur du vide, en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est la vous grande imaginez les économies interrogation. qu'on aurait pu faire aussi, sur le plan financier, en économisant, enfin, en épargnant les ingénieurs de cette élection, on aurait pu faire des économies extraordinaires. À quoi ça sert finalement de faire une élection qui était gagnée d'avance? Oui, on aurait pu faire des économies. C'est assez cynique, ce que vous dites. Vous pensez que cette élection était nécessaire? Enfin, écoutez, il y avait on aurait une pu élection on aurait pu proclamer la réélection, c'était beaucoup plus simple. On Il y a pas- revient bah, dans juste cette manière, après il y a la pas que pub. l'Algérie, Restez avec hein. nous. À tout de suite. Africa numéro 1, le grand débat. Jusqu'à 19h, revue d'actualité de la semaine, Francis Laloupeau. Et Jean-Félix Zang, Jean-Paul Ney et Olivier Loga, nous parlons maintenant de l'actualité française. Le parti présidentiel, le PS, divisé et face au programme du gouvernement. Tension donc au sein du parti présidentiel. Il y a 2 semaines, une centaine de députés socialistes avaient envoyé une lettre au nouveau Premier ministre Manuel Valls, une sorte de mise en garde précisément, pour réclamer, et je cite, un nouveau contrat avec la majorité. Alors cette semaine, à la fin du Conseil des ministres, on l'a remarqué, c'est le Premier ministre lui-même, et non pas le porte-parole du gouvernement, qui a annoncé un train de mesures permettant de réaliser un plan d'économie de 50 milliards d'euros nécessaires au redressement économique du pays. Un plan contesté donc par les 100 députés socialistes en colère qui ont décidé de reprendre la plume hier pour dire notamment, je cite, « Nous estimons dangereux économiquement car conduisant à asphyxier la reprise et l'emploi et contraire aux engagements pris devant nos électeurs. Ce plan de 50 milliards d'économies sur la période 2015-2017, au-delà de 35 milliards, nous croyons que reculs sociaux et mise à mal des services publics seront inéluctables. » Fin de citation. Alors, Olivier, en ces temps difficiles, on aurait pu s'attendre à une forte solidarité comme ça du parti présidentiel envers le gouvernement. Et en préparant cette émission, il y a une question qui m'est revenue comme ça, qui se posait déjà à l'époque de François Mitterrand. Est-ce que la gauche est la meilleure ennemie de la gauche au pouvoir? La réponse est clairement oui. Mais une des choses sur lesquelles il faut revenir, c'est que le Parti socialiste est un parti avec plusieurs gauches. On a les Hollandais, l'aile gauche de la gauche de la gauche de la gauche. Donc c'est un parti avec plusieurs identités. Donc il est normal que ces identités, une fois que que le parti arrive au pouvoir, s'antagonisent. Donc c'est un schéma assez classique. Chacun défend sa position. Le président Hollande a essayé de faire un gouvernement de synthèse, puisque c'est une de ses spécialités. Ça a fonctionné plus ou moins bien avec Jean-Marc Ayrault, puisqu'effectivement il y a une cohérence. Et en réalité, les députés frondent contre des choses qui avaient déjà été actées, puisque finalement on est simplement dans la continuité de l'action qui avait déjà été engagée sous le gouvernement Ayrault, c'est-à-dire la réduction des dépenses et la réduction des déficits. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de loup, puisque c'était le programme du candidat Hollande lors des primaires. Donc il fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Alors qu'est-ce qu'il arrive à ces contestataires? Il leur arrive qu'ils ne sont pas d'accord avec ce programme-là. Ils estiment que ce n'est pas suffisamment à gauche, comme de toute façon ils n'étaient pas déjà d'accord pendant la primaire. Donc on peut aussi estimer que la primaire a tranché l'orientation qui devait être celle du Parti socialiste au gouvernement. Et voilà, et le président Hollande exécute ce qu'il a dit. Oui, mais en temps de crise, je veux dire. Justement, est-ce qu'il n'y a pas plus de cohésion, je dirais, même parfois, je veux dire, ravaler peut-être cette déception, sa morosité, je sais pas moi, son amertume, pour dire voilà, il y a quand même un combat à mener. On parle de gouvernement de combat, on parle aujourd'hui de parti socialiste de combat, pour soutenir un gouvernement, pour faire ce trajet forcément difficile, qui n'est pas un chemin de rose quand même pendant 5 ans. Les parlementaires socialistes et les socialistes ne sont pas des godillots, donc ils ont le droit d'exprimer leur opinion. C'est le problème, c'est pour ça qu'ils arrivent au pouvoir tous les 30 ans. Ils ont le droit d'exprimer leur sensibilité. Donc on peut pas, en tout cas moi en ce qui me concerne, j'ai du mal à reprocher à des personnes d'exprimer ce qu'ils pensent si c'est leur conviction profonde. C'est votre côté socialiste, ça. Mais simplement, à un moment donné, il faut bien agir, il faut bien gouverner, et c'est ce que Manuel Valls essaie de faire. Et en réalité, moi je pense que bien au-delà c'est plutôt une réaction. J'ai plutôt l'impression que c'est une réaction anti-Valls qu'une réaction anti-Hollande ou anti-politique menée par le gouvernement, puisque ce que ces députés-là, en l'occurrence, ont reproché à Manuel Valls, c'est la méthode, c'est le fait qu'il n'ait pas été consulté plutôt, avant que ces annonces aient été faites par le Premier
Premier ministre qui l'ont appris comme tout le monde devant la télévision. Caprice, donc je peux comprendre parce qu'effectivement il est vrai que la méthode était un peu cavalière. Non, je vous pose la question moi, Lydia. Puisque quelques temps auparavant Manuel Valls demandait la confiance des députés, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu insultant à venir demander la confiance des parlementaires en leur disant on va travailler ensemble, et puis à peine une semaine plus tard prendre des décisions sans même les en avoir avertis. Vous avez déjà en face une opposition de droite et l'opposition aussi de gauche avec M. Mélenchon, évidemment, qui n'aura jamais l'occasion pour dire une énormité. Et puis voilà que il y a ces chamailleries au sein du microcosme socialiste. Est-ce que tout cela ne contribue pas à brouiller le message du gouvernement? Le message de Manuel Valls, et il me semble que c'est pour ça qu'il a été nommé Premier ministre, c'est pour une de ses grandes qualités qui est la clarté. Le message de Manuel Valls, c'est extrêmement clair. Il y a l'opinion aussi qui écoute, qui observe quand même ce spectacle absolument parlons de l'opinion parce que c'est assez intéressant puisque on observe qu'il y a des amertumes, quelques colères au sein du Parti socialiste, mais que la majorité de l'opinion française, en général, comprend la nécessité de ces mesures. Donc, quelques socialistes sont peut-être un peu blessés dans leur susceptibilité. Est-ce que cela aide à comprendre? C'est ça la question, voilà. Est-ce qu'ils aident l'opinion à comprendre le message de M. Valls? Bien sûr que non, ceux-là ne sont pas d'accord avec ce message. Donc, voilà, mais ils ont le droit de pas, ils sont pas d'accord, Ça brouille le radar, ça brouille le radar. Je suis désolé, mais Jean-Paul, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que il y a plus de pilotes à l'Élysée. C'est exactement l'inverse. Non, mais il y a plus de pilote. Je pense très sincèrement que François Hollande, comment ça, y a pas de pilote à l'Élysée? C'est complètement reposé sur un véritable homme d'action qui est Manuel Valls. Oh là là, Jean-Paul. Si Manuel Valls, s'il était à gauche, ça se saurait. Il est pas à gauche. Gouvernement, il est membre du Parti socialiste. Non, mais il n'est pas à gauche. Il est membre du Dans la Parti 5e République, le Premier ministre applique le programme de la gauche du président. Voilà. C'est pas une cohabitation, hein. Oui, enfin là, si c'est une sorte de cohabitation. C'était vraiment le dernier choix. C'est ce que disait sur la liste d'Hollande. C'est ce que disent et veulent les gens de droite, que c'est une cohabitation. Mais pas du tout. Non, c'est pas une cohabitation. C'est pas une cohabitation. C'est pire que ça. Il a quitté l'avion, François Hollande. On peut estimer que François Hollande avait peut-être besoin d'un épouvantail et que Manuel Valls joue ce rôle d'épouvantail. C'est-à-dire que il fallait quelqu'un qui assume le rôle de méchant pour mener la politique. Mais il n'y a pas de rupture dans la politique. Au contraire. Qui est en mouvement et en action. Totalement dans la confiance. Jean-Félix Zang, est-ce qu'il y a quand même pas quelque chose de positif dans tout ça? Parce que voilà, ça fait 2 ans qu'on dit, voilà, il y a un président qui ne sait pas ce qu'il veut, c'est flou, etc., etc. Et voilà, c'est quand même un homme qui maintient son cap, le même depuis 2 ans, qui change pas de politique. Et malgré d'ailleurs la débâcle au municipal, il maintient son cap et le cap est renforcé aujourd'hui par Manuel Valls. On peut pas parler, je dirais, de flou, puisqu'il y a une continuité absolue dans la politique de ce gouvernement. Mais moi, je voudrais souhaiter bonne chance à Manuel Valls. Si vous essayez de répondre à mes questions, ce serait très bien, parce que vous n'y répondez jamais quand je vous pose des questions. Ça fait 1 heure, si vous ne me laissez pas parler, je m'en vais. Et donc, moi, je vais lui souhaiter bonne chance, parce que d'abord, il a un vrai parcours, c'est quelqu'un de clair, qui est courageux, et moi, j'avais suivi avec beaucoup d'attention son discours de politique générale, qui était très émouvant, surtout sur la fin, quand il raconte son parcours, notamment son lien avec la France, sa situation personnelle. Et je crois que la différence entre lui et le précédent Premier ministre, c'est que on a là, si vous voulez, quelqu'un qui a un as de la communication, et je crois qu'il y a une professionnelle de la communication sur le plateau, donc elle s'est bien reconnue là-dessus. Donc, ça, il n'y a rien à dire. Oui, c'est hommage lui soit rendu d'ailleurs. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. Donc, la présence par rapport à l'ancien Premier ministre est bien significative, puisqu'il inonde les médias de manière plus importante que le précédent. Deuxièmement, moi, ce qui me frappe, c'est quand même la situation du président de la République. Moi, je me demande ce qu'il est, où il est, à quoi il sert, ce qu'il fait. C'est quand même assez incroyable. Nous sommes sur la 5e République, où, si vous voulez, et depuis encore plus avec le quinquennat, tous les problèmes, les crispations du pays remontent au chef de l'État. C'est le fonctionnement des institutions de l'État. Non, mais attendez. Il travaille tous les jours, il se lève tous les matins, il travaille toute la journée, il voyage, il rencontre... Non, mais j'essaye de comprendre. Donc, c'est le fonctionnement classique des institutions de la 5e République. Oui, c'est ce qui se fait. Force est de constater que c'est presque un précédent sur la 5e. 11 députés n'ont pas voté la confiance au Premier ministre. Je veux dire, que les parlementaires ne soient pas des godilles, dont acte. Mais enfin, même à droite,
dont le culte du chef, vous connaissez très bien, et vous connaissez très bien la promiscuité entre les fonctionnaires. À droite, c'est un régiment, oui. Et sans doute, sans doute. Parfois même à gauche, avec des allures sectaires. Je crois qu'il y a quand même là la gauche dans la pratique du pouvoir, et on le voit. Troisième point, enfin, si vous me le permettez, je me demande jusqu'à quel moment le fameux couple qui dirige la tête de l'État volera en éclats, jusqu'où ça ira. Ce président de la République avait quand même été élu sur un programme de redistribution sociale, quand même, avec une demande sociale très forte, une demande sociale, les emplois publics, les emplois jeunes, etc. Et depuis la conférence de presse, patatras, virage, ce qu'on appelle libéralement. Enfin, lui-même a toujours été social-démocrate. Et donc, on avait discuté avec vous d'ailleurs, il y a un grand changement, qui essaie de changer la culture du PS en faisant en sorte que le PS soit un peu comme ses voisins européens, des vrais partis sociaux-démocrates. Donc, que Valls soit sur la même ligne que lui, en effet. Enfin, il y a une gauche de la gauche, mais qui tient des propos, mais ahurissants, marxistes, léninistes. Je me demande si nous vivons dans le même monde qu'eux. C'est pas cette gauche qui est aux commandes de l'État. Attendez, je termine. Tout à fait d'accord. Nous sommes là, dans ces débats-là. Et j'irai même plus loin. Voyez-vous, c'est en train d'arriver à l'UMP. Puisque désormais, on a des chapelles chez nous. Vous voyez, je suis sympa. Je vous donne un peu quitus, parce que c'est en train d'arriver chez nous. Moi, je suis pour rien, moi. Non, mais je vous le dis. C'est un drame, parce que ça correspond pas à notre culture, mais c'est en train d'arriver chez nous aussi. Voilà, c'est vous dire. Ça vous inquiète? C'est pas notre culture. Mais enfin, comme elle l'a dit, Olivia, si ça permet la sensibilité, l'expression des sensibilités, etc., dans tête. Mais enfin, à un moment, il faut être en lien et en conformité avec le fonctionnement des institutions. Et c'est la grande difficulté jusqu'aujourd'hui du Parti socialiste. Olivia Loga. Oui, alors je réponds à ce que Jean-Félix vient de dire. Effectivement, on a un professionnel de la communication à l'Élysée, et c'est tant mieux, puisque ce qu'on a reproché... À Matignon, plutôt. À Matignon, pardon. Parce qu'il y en a un qui a démissionné ce matin. Hein. Mais le lapsus est intéressant, et vous allez comprendre pourquoi. Moi, président irréprochable. Le lapsus était intéressant, vous allez comprendre pourquoi. Parce que d'ailleurs, on le voit, ces déclarations de Manuel Valls, il l'a faite... D'abord, il a pris la place du porte-parole, il l'a faite de l'Élysée et non de Matignon. Donc on a une communication qui est incarnée. C'était bizarre comme c'était bizarre, comme événement, parce que le porte-parole du gouvernement qui s'efface pour le Premier ministre qui devient porte-parole du gouvernement. C'était étonnant, mais c'était bien reçu par les gens, parce que effectivement, parce que la communication est incarnée, et les gens avaient besoin de ça. Les gens avaient le sentiment, effectivement, quand on a un président de la République, mais en réalité, c'est Nicolas Sarkozy qui a faussé le rythme, mais François Hollande est totalement un président de la Ve République. C'est-à-dire, je laisse la main au Premier ministre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, je laisse la main au Premier ministre, et moi, je suis un peu plus au-dessus. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Donc, quand on a un président, on peut contester ou non le choix de François Hollande de revenir à cette surprésidentialisation, enfin, du moins, représentalisation dans le sens Ve République normale, en fait. Exactement. Exactement. Donc, on peut lui reprocher ça, mais effectivement, dans un tel contexte, on a donc besoin, par conséquent, d'un Premier ministre qui est beaucoup plus présent, qui occupe le terrain, qui montre bien qu'il y a quelqu'un qui tient la barre. Et c'est le message que Manuel Valls a adressé en faisant cette communication de l'Élysée. Je tiens la barre, vous êtes gouverné. On sait où on va. Et c'est le message qu'il a adressé. Et quand on dit que le président, Jean-Félix se demandait où était François Hollande, on se dit François Hollande ne travaille pas. Au contraire, François Hollande travaille. Et et cette nouvelle inflexion dans la gestion de la politique en France est le signe que François Hollande travaille. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, Manuel Valls, le remaniement, etc. Mais vous noterez que le remaniement était la patte de François Hollande. Ce remaniement ne ressemblait pas du tout à Manuel Valls. Aucun des candidats, il était forcé de le faire. La révolte générale. Aucun des candidats qu'a proposé Manuel Valls au poste de ministre ou de secrétaire d'État n'a été retenu. Hollande a eu 100% la main dans le choix de ce gouvernement. Donc bien sûr qu'il travaille et bien sûr qu'il est en action. Et le choix de Manuel Valls est le signe qu'il est en action, puisqu'il se dit maintenant il faut quelqu'un qui prenne les choses en main. Et dans la continuité, je répète parce que c'est le terme important, dans la continuité. Et quand bien même, et même ces députés frondeurs, quand ils ont le contre-plan qu'ils ont proposé à Matignon, c'était ok, d'accord, mais ils ont proposé, ils ont écrit, d'abord ils étaient plus 100, ils étaient plus que quelques-uns à écrire au Premier ministre en disant on veut des réductions, mais on veut des réductions de 35 milliards. Le plan que Manuel Valls a proposé est un plan de 50 milliards. Ça veut dire qu'on est bien tous d'accord sur la nécessité de réduire
le déficit. Et c'est ce que le gouvernement fait. Oui, mais que très bien. On tient le cap. On va marquer une pause, on écoutera ensuite les réactions et les commentaires, bien sûr, et les analyses de Jean-Paul Ney et Jean-Félix Zanga, tout de suite. Africa numéro 1, le grand débat. Revue d'actualité de la semaine, Francis Laloupeau. Et le débat se poursuit hors antenne, évidemment, quand les micros sont fermés. Si vous les voyez, oui, vous pouvez les voir d'ailleurs, en cliquant sur webcam sur le site d'Africa numéro 1. C'est africa1.com, rubrique Le Grand Débat. Vous faites un petit salut à ceux qui vous regardent, madame, messieurs, voilà, c'est fait. Jean-Félix Zang est avec nous, Jean-Paul Ney, Olivier Loga. Jean-Félix Zang, vous voulez donc réagir aux propos de Olivier Loga. Le pia-pia politique. Allez au fond des choses. Le pia-pia politique, moi, ça m'intéresse vraiment pas. Je suis pas un pro de la communication, donc franchement, je reste à ma place. Mais vous êtes pro du verbiage, en revanche. Ah oui, ça c'est dur. C'est une bassesse, bon, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on essaie d'entrer un peu dedans, pas du tout. Ce qui, c'est de bonne guerre. Ce qui est intéressant, c'est quand même de rentrer dans le fond des choses. Moi, j'aimerais que la représentante du Parti Socialiste ici sur le plateau nous parle, des capacités à financer les 50 milliards. Premièrement, j'aimerais avoir une réponse claire là-dessus. Pas des éléments de langage, mais vraiment comment on répond aux impératifs de Bruxelles. Les éléments de langage, ça vous connaît, ça. Deuxièmement, le pacte de responsabilité. Quid du CICE, quid du pacte de responsabilité jusqu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas grand-chose. Troisièmement, toute la question de la revalorisation des prestations sociales, avril 2015, qui s'amorce. C'était d'ailleurs l'objet de la conférence de presse. Je ne sais pas si c'est une conférence de presse ou des ados. Moi, je ne sais plus comment l'État fonctionne. Matignon à l'Élysée. Je vous avoue que je suis un petit peu perdu. Est-ce que peut-être un a plus de personnalité, plus d'orgueil et plus de tempérament que l'autre? Moi, j'en sais rien. Là, vous écoutez, c'est l'apocalypse en France. Hein. Est-ce que un correspond un petit peu plus au fonctionnement des institutions? Je n'en sais strictement rien. Ce que je veux simplement dire, moi, la gauche, le PS est très embêté aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont tant raillé dans les brancards pendant près de 10 ans. Et les voilà aujourd'hui aux responsabilités. Ils découvrent la difficulté, la réalité des responsabilités et surtout le fonctionnement des institutions. C'est ça le problème. C'est pas des 20 mots. N'exagérez pas quand même. Non, mais attendez, calmez-vous. N'exagérez pas. Soyez neutre jusqu'au bout. Ce sont des hommes et des femmes d'État quand même depuis de longues années. Mais qui a dit le contraire? Écoutez, ils découvrent pas. Ils ne découvrent pas. Ils arrivent tous les 23 ans au pouvoir. Ne dites pas ça. Non, mais ils sont des. C'est pas de ma faute s'ils arrivent tous les 23 ans. Ce sont des élus quand même de la nation. Vous permettez que je puisse aller jusqu'au bout? C'est pas de ma faute s'ils arrivent tous les 23 ans au pouvoir. Je vous ferai d'ailleurs remarquer que il est en train de se passer, on verra avec les européennes, les sénatoriales, ce qui s'est passé il y a 5 ans. Toutes les élections intermédiaires perdues. Et ma crainte, c'est qu'en 2017, il soit totalement balayé, comme je vous donne encore quitus, je dis ces mots aujourd'hui. Le précédent gouvernement a été totalement balayé. Ils n'ont pas perçu et n'ont pas vu ce qui s'est passé. Aussi à Jean-Paul Ney, si vous me laissez aller jusqu'au bout, vous allez voir, je vais la laisser. Ils n'ont pas perçu et n'ont pas vu ce qui s'est passé avec les municipales. 175 moyennes villes qui étaient à plus de 60% détenues par la gauche, ont rebasculé à droite. Je veux dire, même des villes de gauche historiques, Quimper, Caen, Angers, Saint-Étienne, toutes ces villes ont basculé à droite. Donc, si le président de la République, peut-être avec Valls, il y a une amorce de réponse, n'a pas compris le message des Français, ma crainte, c'est qu'aux européennes et aux sénatoriales, je vous passe les régionales, ce sera une bérésina et cap sur 2017. Voilà ma réponse. Donc j'aimerais quand même avoir une réponse sur les financements. Non. Les 50 milliards et le pacte de responsabilité. Écoutez, j'essaye de faire... C'est du fond. Non, mais c'est du fond. Ne balayez pas ça d'un revers. Non, c'est pas moi qui balaye. Ça vous arrange parfois. C'est le chronomètre, évidemment, qui accélère, évidemment, mon propos. Quand ça vous arrange. Non, écoutez, ne soyez pas paranoïaque, en fait. Voilà. Répondez donc. Je sais pas ce que vous avez également tiré comme enseignement de votre défaite de 2012. On a l'impression que... On a gagné les municipales. Oui, enfin, vous avez quand même perdu la présidentielle aussi. Alors, si on commence à faire la compétition, évidemment, des élections, on n'en est pas sorti. On a gagné les municipales. C'est extraordinaire, on entend aujourd'hui les sarkozystes, comme ça, avoir le ministère de la parole, c'est génial. Le ministère de la parole et du commentaire. Jean-Paul Ney. Non, moi, je vais faire vite une analyse, comme ça je redonnerai la parole à nos deux personnages politiques. Non, et il faut comprendre une chose, c'est que moi je suis beaucoup sur le terrain. Je suis en train d'écrire un documentaire, un bouquin, et notamment un documentaire qui s'appelle Désintégration. Parce que je suis un ancien éducateur sportif en banlieue, notamment dans le 93. Voilà, j'ai fait mes jeunes armes là-bas. Et je me rends compte de l'état des lieux, au niveau de l'intégration, de la jeunesse, des problèmes de travail, des problèmes à la sortie des écoles, même des grandes écoles.
je donne des cours dans les écoles de journalisme, je vois des gamins qui sortent avec des masters, avec des trucs incroyables. Il y a des bourses, il y a des gamins très bien intégrés, tout ce que vous voulez, tous les jolis mots que tout le monde aime, tous les portraits sont là. Et au bout, il y a quoi? Il y a du CDD. Non reconductible, bien entendu. Il y a du CDD reconductible pendant 6 ans, 7 ans, voilà, comme ça. Mais ça fait des années ça, que ça dure. Et ça fait des années que ça dure. Ce n'est pas un problème de droite ou de gauche, c'est un problème de caste politique. Et je ne fais pas ni mon Mélenchon, ni ma Marine Le Pen. Je dis simplement que parfois, des personnes qui sont hors des cadres politiques, il faudrait peut-être un petit peu plus les entendre. Les associations, les gens qui sont vraiment sur le terrain, les chercheurs, ces jeunes étudiants qui sont dans des écoles qui sont les futurs, qui seront peut-être en place demain. Il faut les écouter aussi. Il faut aussi que la politique fasse le boulot pour lequel ils sont élus. Oui, mais quand on voit un François Hollande qui a été chargé... Faut pas désespérer de la politique. Hein. Non, mais quand on voit un François Hollande qui a été chargé par le Parti socialiste de conduire la France, et qu'il se débine parce qu'il a une cote de popularité qui chute tellement que si on le garde encore à l'Élysée, il va trouver du pétrole. J'attendais ça. Et justement, au moins, il aura servi à quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend... Mais les sondages, c'est pas les élections. Par défaut. Vous savez, c'est quand même il n'y a pas besoin d'aller sonder pour voir ce qui s'est passé dans les rues de Paris. Heureusement qu'à voir les extrémismes monter. Exactement. Moi, c'est la première fois que je vois le fascisme chrétien en France. Ça m'a fait vraiment peur, quoi. Vraiment. J'ai vraiment halluciné. Merci. Donc, je voudrais en arriver à ce que je disais, c'est-à-dire que Manuel Valls est le joker que ne voulait pas utiliser Monsieur François Hollande pour une raison, c'est parce qu'il n'a jamais été à gauche et qu'il applique une politique de fermeté, une politique de droite. C'est oublié quand même que pendant la campagne électorale de François Hollande, il y a 2 ans, Monsieur Emmanuel Valls, Monsieur Stéphane Le Foll et Monsieur Moscovici formaient la garde rapprochée de François Hollande et c'est tout à fait. Qui ont fait l'élection. Ça s'appelle l'arrivisme. Non, ça s'appelle simplement une équipe. Oui. Olivier Louga. Alors c'est de l'arrivisme. Parce que vous dites, vous ne pouvez pas balancer des choses et ne pas donner la C'est de l'arrivisme. Olivier Louga. Vous en parlez comme si c'était des personnes éloignées les unes des autres. Non. Olivia. Sur le détail des 50 milliards qui m'a été demandé, il y aura 18 milliards correspondent à des économies de l'État. 11 milliards seront économisés sur les collectivités locales. Et tout le monde sait et tout le monde se plaint du millefeuille administratif en France. Donc voilà, le gouvernement va économiser 11 milliards sur les collectivités locales. Il y aura 10 milliards d'économies sur l'assurance maladie. Ça fera plaisir à Monsieur Laurent Wauquiez. 10 milliards. Le programme de 50 milliards. Le détail ne vous laissez pas interrompre. Le détail des 50 milliards, c'est 10 milliards d'économies. C'est 10 milliards d'économies pour l'assurance maladie. Et ensuite, il y aura 11 milliards de dépenses sur la protection sociale. Voilà pour le détail des 50 milliards de plan d'économie. Sur le CICE et sur le pacte des responsabilités, justement, ils sont maintenus et justement, ces 50 milliards-là ont pour objectif de financer le pacte, de continuer à financer le CICE qui fonctionne très bien et de mettre en place le pacte de responsabilité et le pacte de solidarité, puisque le message des municipales, on l'a bien compris, c'est qu'il y avait une forte demande sociale et le gouvernement y répond en mettant en place le pacte de solidarité. Et par ailleurs, la revalorisation est sur la revalorisation. Soyez synthétique parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Sur la revalorisation des prestations sociales, oui, il y aura un gel de l'avancement des fonctionnaires. Et je suis très amusée que ce soit une personne de l'UMP qui me parle des fonctionnaires et du gel des salaires des fonctionnaires. Je me dis, mais quelle ironie. Oui, mais quelle ironie. Augmenté, vous avez fini de taper sur les fonctionnaires, de vous plaindre de l'état de la France et quelle les maisons de retraite. Mais le minimum vieillesse a été revalorisé au cas où gouvernement Fillon. Non, sous notre gouvernement. Il sera revalorisé 2 fois cette année plutôt qu'une. Il est gelé jusqu'à 2015. Non, pas le minimum vieillesse, monsieur. Pas le minimum vieillesse. Ne vous suit plus là, monsieur. Donc, moi, en tout cas, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que je suis quand même atterrée par l'outrecuidance de l'UMP. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pendant un certain temps, on s'est dit, il faut réduire les dépenses en France, il faut réduire les déficits. C'est ce qu'on fait. On fait leur boulot.
ont fait le boulot qu'ils n'ont pas eu le courage de faire et ils osent encore se plaindre. Quelle ironie. Quelle ironie, dit Olivier Loga. Message sur Facebook de CDPS. On fait le boulot que vous n'avez pas eu le courage de faire. 2 ans, c'est encore la faute de l'UMP. Vous me permettez de lire le message. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. S'il vous plaît, CDPS RDC Présidence nous envoie ce message. Il dit votre invité de droite croit que seule la droite a le droit de gouverner la France alors qu'elle gouverne plus par intérêt mafieux que pour la classe moyenne. Je suis sincèrement désolé, dit l'auditeur. Alors, je voulais, Olivier, vous lire ceci. Alors, vous connaissez le député socialiste Bernard Roman, hein, qui est un député du Nord, hein, qui a vivement critiqué d'ailleurs ses collègues contestataires sur Twitter ce matin. Alors, j'ai pu lire ça. Il écrit ceci, en parlant des socialistes. Hein, il dit « Réformiste en 2012 pour se faire élire, et révolutionnaire en 2014 pour ne pas assumer les choix difficiles mais nécessaires. » Non, dit-il. C'est un peu ça l'ambiance. Et ce qui se passe, c'est que ces choix, nous les payons. Ces choix, nous avons payés au municipal parce que justement, contrairement à ce que fait la droite, et c'est là encore où je pointe l'ironie, c'est que en responsabilité, on fait ce qu'on dit et on fait des choses que ne comprennent pas notre propre électorat parce qu'on agit dans l'intérêt général plutôt que de faire de la politique politicienne. Sinon, ce serait simple. Faire de la politique, ce n'est pas forcément chercher à être populaire, mais c'est réussir, vous voulez dire. Tout à fait. Si c'est faire réélire, et c'est ma crainte, c'est que cela n'arrive pas. Parce que quand même, comme vous l'avez dit vous-même. Si cela n'arrive pas, c'est parce qu'on se sera battu. Parce que on se sera battu pour réduire les déficits que la droite au pouvoir la communication, on a compris, c'est bon. C'est pas la communication, c'est la politique, monsieur. Je peux répondre. Ce que je veux dire, c'est que vous dites qu'il faut être en lien avec les paroles, mais ceux-là, ils ne sont pas en lien avec leur programme de 2012. Et vous allez voir, toutes les élections intermédiaires, vous avez vu les sondages? Parce qu'ils vous arrangent pour les élections européennes. Ils sont 4e. Même Europe Écologie passe déjà devant le PS. C'est vous dire. Donc en 2017, ce sera un grand rendez-vous de vérité. Et on va les mettre en face de leurs responsabilités. Et ma crainte, ce soit que ce soit un balayage mais total et cap dans 23 ans. Parce que vous arrivez tous les 23 ans à faire. Et à ce moment-là, vous pourrez nous remercier parce qu'on aurait redressé la France. Bon, vous avez redressé. Merci. C'est la conclusion. Olivier Loga, merci infiniment. Jean-Paul Ney, merci. Jean-Félix Zang, merci. Merci à l'équipe du Grand Débat. Chargé de production Stéphanie Hartmann, réalisation Jérémy Gibiz Boucher. N'oubliez pas, prochain rendez-vous de l'information à 19h30, la rediffusion du JDA. Et à 20h, rendez-vous avec l'actualité africaine et internationale avec le partenaire de BBC Afrique. Ça sera BBC Soir. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à l'écoute de la radio africaine. Prenez soin de vous. Africa numéro 1, spéciale revue d'actualité de la semaine, Francis Laloupeau.